Bruce Lee. Rien qu'à son nom, on évoque des images de frappes rapides comme l'éclair, de réflexes surhumains et d'une maîtrise des arts martiaux inégalée. Mais même pour les fans les plus dévoués, certains aspects de la légende de Bruce Lee semblent presque mythiques. Nous parlons d'exploits de force, de vitesse et de contrôle, repoussant les limites des capacités humaines. Des coups d'un pouce qui font voler des hommes adultes aux démonstrations d'agilité époustouflante, ces moments sont si incroyables et extravagants que s'ils n'avaient pas été capturés sur caméra, ils appartiendraient au domaine des bandes dessinées et non à la réalité. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans les archives et déterrons des séquences qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le corps humain. Le coup d'un pouce de Bruce Lee. Le coup d'un pouce de Bruce Lee est le mouvement le plus connu de l'histoire des arts martiaux. Comme son nom l'indique, le coup d'un pouce est une technique que les artistes martiaux utilisent pour frapper des cibles à une distance incroyablement proche. L'idée que si elle est exécutée correctement, un attaquant peut exercer suffisamment de force pour faire tomber son adversaire, la rend unique. Numéro 1, le coup d'un pouce de Bruce Lee a gagné une reconnaissance mondiale dès les années 1960, environ 10 ans avant que Lee ne devienne une célébrité mondiale des arts martiaux. Lee est devenu célèbre lorsqu'il l'a démontré lors du championnat national de karaté à la plage. À l'époque, la communauté des arts martiaux a largement remarqué sa présence. L'intérêt pour le coup d'un pouce de Lee a considérablement augmenté à mesure que sa notoriété grandissait. Bien que Lee ait rendu ce mouvement si célèbre que de nombreux artistes martiaux renommés provenant de différentes formes de kung-fu l'utilisent désormais, Lee reste le praticien le plus connu de cette technique. Continuez à regarder, l'histoire devient de plus en plus intéressante. Lee n'a pas inventé le coup d'un pouce soudainement en 1964. Il s'est basé sur les arts martiaux chinois en général et sur l'instruction qu'il a reçue en tant qu'adolescent. L'expertise de Lee en arts martiaux a commencé dans les années 1950 lorsqu'il s'est entraîné sous le grand maître de Wing Chun, Ip Man, qui a jeté les bases de la forme de kung-fu de Lee, le Jeet Kune Do. Les principes du coup d'un pouce dérivent de sa théorie, puisque le Wing Chun est un style de combat pour les combats rapprochés. Lee connaissait déjà des techniques conçues pour le combat rapproché grâce à son entraînement en Wing Chun. Avant que le coup d'un pouce ne soit dévoilé publiquement, l'élève de Bruce Lee, James DeMille, a fourni un aperçu de la méthode de développement de Lee. Il a affirmé que Lee avait développé une version améliorée d'un mouvement déjà connu de Wing Chun. Lee a tenté de raccourcir la technique en expérimentant avec diverses postures et angles, car il pensait qu'elle serait plus efficace si elle était exécutée à une distance plus proche. Finalement, ils ont trouvé une combinaison qui fonctionnait. Lee a démontré sa puissance une fois en projetant quelqu'un à 16 pieds, en arrière, et en le faisant atterrir directement dans une chaise. La précision de Lee, son exécution instantanée, sa vitesse, un attribut crucial pour lequel l'acteur est actuellement bien connu, et l'angle précis auquel il l'a réalisé sont tous responsables de ses accomplissements. Le coup d'un pouce de Bruce Lee est puissant grâce à sa vitesse, ce qui est également l'une des raisons pour lesquelles si peu d'artistes martiaux ont pu le reproduire aussi bien. Le père de Lee lui a appris les bases des arts martiaux. Pendant son adolescence, Lee a été impliqué dans des disputes de gangs à Hong Kong, ce qui a entraîné de nombreuses batailles de rue. Les études de Lee en Wing Chun ont eu le plus grand impact sur son développement en tant qu'artiste martial. Après avoir subi des défaites aux mains de membres de gangs rivaux, Lee, âgé de 16 ans, s'est entraîné en Wing Chun sous Ip Man à la fin de 1956 et au début de 1957. La pratique de la forme, les exercices de main collante, les techniques de mannequin en bois et le sparring libre constituaient les principaux composants des leçons régulières d'IP. Les cours ne suivaient aucun emploi du temps prédéterminé. Entre 1956 et 1958, Edward, l'entraîneur de l'équipe de boxe du St. Francis Xavier's College, a entraîné Lee à la boxe. En 1958, Lee a battu Gary Helms, le champion en titre, par knockout lors de la finale du championnat de boxe de l'école de Hong Kong. Après son déménagement aux États-Unis, Lee a été fortement influencé par le champion de boxe poids lourd Muhammad Ali, dont il a observé les mouvements et les a intégrés à son style dans les années 60. Lee a plaidé pour un entraînement en arts martiaux mixtes et s'est particulièrement intéressé au grappling. En plus de Jen Labelle, Lee a reçu des instructions de plusieurs pratiquants de judo à Seattle et en Californie, dont Fred Sato, Jesse Glover, Taki Kimura, Hayward Nishioka et Wally J. Il a étudié autant qu'il a enseigné, et beaucoup de ses premiers élèves étaient compétents en judo et dans d'autres arts martiaux.
Sur le tournage de The Green Hornet, Lee s'est lié d'amitié avec la belle et a proposé de lui enseigner les arts de frappe en échange de l'apprentissage des techniques de grappling, les tactiques de grappling de Lee. Les grappleurs éminents, Lutez et Ed Lewis, avaient enseigné à la belle la lutte de capture, et des techniques de judo et de lutte de capture essentielles se trouvent dans le Tao de Jeet Kune Do de Lee. Ji Han Jai, l'instructeur de Hapkido, lui a également enseigné quelques techniques de grappling. Glover affirme que l'observation principale de Lee sur l'inefficacité du judo concernait la prise de l'adversaire. Lors de leur première séance d'entraînement, Glover a démontré un Osoto-gari à Lee, que Lee a trouvé être une bonne technique, mais il n'a pas apprécié que Glover doive s'accrocher à lui. Lee a appris à éviter d'être plaqué ou amené au sol par des adversaires tout en vivant à Seattle. Glover a déclaré que Lee ne tomberait pas au sol s'il pouvait vous garder debout. Pourtant, Lee a dit à la belle qu'il souhaitait intégrer le judo dans sa technique de combat. Il a ajouté des projections de judo, des clés de bras et des étranglements au Jeet Kune Do, y compris l'Osoto-gari. Lee a présenté des mouvements de grappling dans ses films, notamment dans Way of the Dragon, où son personnage termine son adversaire Chuck Norris avec une prise de coup inspirée par la belle. Lee pensait que le grappling n'était pas très utile dans la chorégraphie d'action car il n'était pas visuellement distinctif. De plus, Lee et Han-jae échangent des techniques de grappling dans Game of Death, et Lee utilise la lutte pour maîtriser le personnage de Karim Abdul-Jabbar. Le régime d'entraînement du Grand Gamma, un champion de lutte indo-pakistanais, Pelwani, renommé pour sa force dans la prise de grappling, a également influencé Lee. Lee a utilisé les entraînements de Gamma comme partie de son régime. Mais ce n'est pas tout. Le drapeau du dragon. Bruce Lee était un sportif extrême. Selon sa veuve, Linda Lee, il regardait des athlètes à la télévision réaliser des splits complets et ne manquait jamais une occasion de s'entraîner. La femme de Bruce a affirmé qu'il s'entraînait et perfectionnait ses compétences presque chaque minute de la journée. Il savait qu'il devrait consacrer une quantité énorme de pratiques et d'exercices pour devenir le meilleur artiste martial au monde. Renforcer son tronc était la priorité absolue de Lee parmi tous les muscles de son corps, car il estimait que la région abdominale, ou le tronc, est impliquée dans presque tous les mouvements et est cruciale dans les arts martiaux. Lee a créé ce qui est maintenant connu sous le nom de drapeau du dragon en son honneur pour renforcer son tronc. Il est considéré comme l'un des exercices de tronc les plus difficiles disponibles si vous ne parvenez pas à le comprendre. Puisque Lee ne plaisantait pas, bien qu'on dise que Lee était capable de maintenir tout son corps sur le bord d'un banc avec seulement ses épaules touchant quoi que ce soit, tandis que le reste de son corps restait parfaitement rigide et horizontal au sol, Stallone a peut-être popularisé le mouvement dans Rocky IV. De nos jours, des artistes martiaux du monde entier utilisent les exercices de drapeau du dragon de Bruce comme norme en raison de sa capacité à faire comprendre aux artistes martiaux l'importance d'avoir des muscles du tronc solides. Restez à l'écoute, la meilleure partie de la vidéo arrive juste au coin. Numéro 3, la force surhumaine de Lee. La puissance brute de Bruce Lee est l'un de ses accomplissements que beaucoup de gens ne reconnaissent pas. Ramassez. Bien qu'il semble évident qu'un artiste martial doit posséder de la force, la plupart des gens ne sont pas conscients du véritable niveau de force de Bruce Lee. La plupart pensent que posséder des muscles très massifs équivaut à avoir de la force. Lorsque vous imaginez quelqu'un de puissant, vous envisagez probablement une personne mesurant environ 6 pieds avec plus de muscles qu'elle n'en a besoin. Mais Bruce Lee était un homme de petite taille, mais il possédait une force au-delà de l'imagination de la plupart des gens. Examiner ses sacs d'entraînement est une méthode simple pour le démontrer. Bruce s'entraînait à frapper et à donner des coups de pied avec des sacs d'entraînement comme les autres, mais il déchira ses sacs en un instant. Il perçait souvent des sacs de frappe standard au point qu'il devenait gênant pour lui de les utiliser. Bruce devait donc trouver des sacs plus denses et plus lourds qui ne se briseraient pas sous l'impact de sa puissance extraordinaire. Rappelons que le poids d'un sac de frappe standard est d'environ 50 kg. Cependant, Bruce devait souvent utiliser des sacs pesant plus de 135 kg. Selon les rapports, Bruce était capable de frapper ses sacs plusieurs pieds dans les airs, ce qui souligne à quel point c'était incroyable. Bruce pouvait faire bouger ses sacs, mais si vous essayez de frapper l'un de vous-même, il ne bougerait probablement pas de plus d'1 ou 2 pouces au moment du contact. Bruce Lee comprenait le corps humain comme personne. Non seulement il pouvait réaliser un nombre étonnamment élevé de pompes, mais il pouvait les faire avec une seule main. Un jour, il a été mis à l'épreuve pour déterminer combien de pompes il pouvait effectuer.
Bruce a audacieusement décidé d'aller plus loin et s'est lancé le défi de faire des pompes avec seulement 2 doigts. Il a réussi à faire plus de 200 pompes dans cet essai. Plus tard, il a fixé une norme plus élevée et a réalisé au moins 100 pompes en utilisant son pouce. Si cela ne suffisait pas, il exécutait souvent des centaines de tractions avec une seule main. Mais il y a encore un autre accomplissement impressionnant. Bruce Lee pouvait réaliser plus de 1500 pompes consécutives sans pause si vous le jugiez uniquement sur sa forme standard. Bien que cela soit totalement incroyable, c'est la réalité. Il n'y avait pas d'homme comme ça. Ce n'est pas tout. Les passionnés de Bruce Lee le savent bien depuis longtemps, mais ceux qui ne sont pas familiers avec les arts martiaux pourraient ne pas le savoir. Bruce Lee a été acclamé comme l'un des meilleurs acteurs d'arts martiaux au monde lorsqu'il a connu la gloire dans les années 660 et 770, mais il a frôlé l'échec dans l'industrie cinématographique. Vous vous demandez peut-être pourquoi, car il était tout simplement trop rapide. Les cinéastes ne pouvaient pas capturer les mouvements de Bruce Lee en temps réel lorsqu'ils ont travaillé sur The Green Hornet, l'une de ces séries télévisées les plus connues. Nous possédons maintenant des caméras capables d'enregistrer à 30, 60, 120 ou même 240 images par seconde. Cependant, la plupart des caméras des années 1960 et 70 avaient du mal à enregistrer des films à une vitesse de seulement 24 images par seconde. En conséquence, la plupart des scènes de combat de Bruce Lee apparaissaient incorrectement dans le film. Comme les cinéastes l'ont rapidement découvert, Bruce pouvait lancer 9 coups en 1 seconde. De plus, il avait une vitesse de coup de pied de 6 secondes. Bruce semblait immobile dans de nombreuses scènes de combat, car capturer ses mouvements avec une caméra qui ne pouvait capturer que 24 images par seconde au maximum était difficile. Les producteurs sur le plateau ont alors affirmé que les images qu'ils avaient capturées montraient Bruce immobile, alors que ses ennemis descendaient autour de lui. En réalité, cependant, son talent était trop exceptionnel pour que les films puissent le rendre justice. Les cinéastes ont dû demander à Bruce de ralentir pour qu'il puisse le suivre correctement, ce qui a aidé à corriger le problème. Mais même après cela, ses mouvements apparaissaient encore très flous à l'écran. Si vous aimez regarder des films d'arts martiaux, vous avez probablement déjà vu Karate Kid. Lorsque vous regardez le film à nouveau, vous vous souvenez probablement d'une scène où Daniel Larusso s'entraîne à utiliser des baguettes pour attraper des mouches. Ce qui semble facile en surface s'avère être assez difficile. Bruce Lee, cependant, irait plus loin. Malheureusement, il n'y a jamais eu de photo parfaite de cet accomplissement. Cependant, selon les rapports, Bruce Lee lançait des morceaux de riz dans les airs et utilisait des baguettes pour les attraper. Il a entrepris cette action pour affiner ses réflexes de la manière la plus remarquable qui soit. On dit qu'il était très habile à cela, voyant le riz presque chaque fois qu'il était lancé dans les airs. Ses réflexes étaient significativement plus rapides que ceux de tous ses concurrents à l'époque, et après toutes ces années, personne n'a pu égaler ou surpasser ses réalisations. Cela semble si complexe que beaucoup de gens aujourd'hui se demandent si Bruce Lee a réellement pu réaliser cet accomplissement. Cependant, c'est simplement un autre exemple des capacités surhumaines de Bruce Lee. Jeet Kune Do. Bruce Lee est le créateur et le praticien du Jeet Kune Do, également connu sous le nom de JKD. C'est un art martial hybride qui se traduit par la voie du poing intercepteur en chinois. Il s'est développé comme une nouvelle école de philosophie des arts martiaux à partir des expériences de Lee en combat à main nue et en autodéfense, ainsi que de croyances éclectiques zen-bouddhistes et taoïstes. En tant qu'art martial éclectique, il s'appuie sur un style de combat fortement influencé par le Wing Chun, le Tai Chi, le Taekwondo, la boxe, l'escrime et le Jiu-Jitsu. Bruce Lee lui-même n'a jamais formalisé le Jeet Kune Do avant sa mort, obligeant les praticiens ultérieurs du JKD à se fier à leur interprétation de la philosophie créée par Bruce Lee. L'idée centrale du Jeet Kune Do est l'interception de l'adversaire et la réalisation de réponses ou de contre-attaques correspondantes qui frappent les attaques entrantes. Le JKD intègre également des principes pour aider les praticiens à prendre des décisions instantanées et à améliorer le soi physique et mental. L'histoire devient beaucoup plus agréable. 4 vérités universelles du combat que Lee croyait être évidentes et, si elles étaient en suivi, mèneraient au succès au combat ont été incorporées dans le Jeet Kune Do. Il pensait que les 4 distances de combat en particulier étaient le crucial pour son développement en tant qu'artiste martial total. De plus, les arts martiaux mixtes sont principalement liés à ce principe.
L'idée d'interception vient de la croyance des praticiens du JKD selon laquelle une offense puissante est toujours la meilleure défense. Lee pensait qu'un adversaire devait s'approcher d'une cible pour l'attaquer. Cela présentait une occasion d'intercepter cette attaque ou ce mouvement. L'interception des attaques physiques n'est pas la seule application du principe d'interception. Selon Lee, de nombreux signaux non-verbaux et télégraphes, des mouvements subtils que l'adversaire ne voit pas, peuvent être lus ou interceptés et utilisés à son avantage. Formant l'aspect offensif du JKD, les 5 façons d'attaquer sont des catégories d'attaques qui aident les praticiens du Jeet Kune Do à organiser leur répertoire de combat. L'aspect défensif du JKD se compose des idées de frappe d'arrêt et de coups d'arrêt, ainsi que de parades et de coups simultanés, qui ont été empruntés à l'escrime européenne et au principe de Wing Chun de frapper et de défendre simultanément. Lee a adapté ces idées pour le combat à main nue et les a intégrées dans le cadre du JKD. De plus, ces idées soutiennent l'autre principe d'interception. Lee a déclaré que les systèmes d'arts martiaux devraient être aussi adaptables que possible. Il utilisait fréquemment l'analogie de l'eau pour expliquer pourquoi la flexibilité est une qualité précieuse dans les arts martiaux. L'eau a une flexibilité illimitée. Elle peut être vue à travers, mais elle peut aussi parfois rendre des objets invisibles. Elle peut se briser, contourner des obstacles, se réassembler de l'autre côté ou percuter des obstacles. Elle peut s'écouler par le plus petit des cailloux ou lécher lentement les rochers les plus durs pour les dissoudre. Ce sont les qualités que Lee pensait qu'un système martial devrait posséder. À cause de cette rigidité, les étudiants du JKD rejettent Mancolé tactique, de combat conventionnel, les régimes d'entraînement et la pédagogie confucéenne des écoles de kung-fu traditionnelles. Le JKD est une idée dynamique incroyablement flexible car elle est constamment en évolution. Bruce Lee est crédité d'avoir dit « Prenez ce qui est bénéfique, jetez ce qui est inutile ». Il est encouragé aux étudiants du JKD d'étudier chaque type de guerre possible. Cela est considéré comme un moyen d'accroître sa compréhension des autres techniques de combat, d'enrichir son arsenal et d'apprendre à contrer de telles stratégies. Lee, le magicien. Si vous avez déjà vu un magicien de près, vous avez sans doute vu ce tour intemporel de sortir une pièce de derrière l'oreille de quelqu'un. La plupart des magiciens maîtrisent ce tour fondamental à un moment de leur carrière. Incroyablement, Bruce Lee exécutait un exploit identique pour ses admirateurs. Bruce Lee vous offrait une pièce et la plaçait dans votre main au lieu d'en cacher une derrière votre oreille. Il voulait que vous étendiez votre main le plus loin possible. Bruce vous demandait ensuite de fermer votre paume avant qu'il ne puisse prendre la pièce, détectant même le moindre mouvement de votre part. Personne ne pouvait jamais empêcher cet homme de prendre la pièce de la paume de quelqu'un à cause de la rapidité de ses mouvements, mais Bruce continuait à perfectionner le tour au fil du temps, le rendant encore plus impressionnant. Bruce ne se contentait pas de prendre la pièce avant que la personne puisse fermer sa main, mais il la remplaçait aussi par une autre. Chaque fois que vous pensiez que la situation était sous contrôle, il ouvrait votre paume et vous montrait qu'une nouvelle pièce avait été insérée. Imaginez, s'il vous plaît, si cet homme avait choisi d'utiliser ses capacités pour le mal plutôt que pour le bien. Il aurait été un expert escroc. Heureusement, Bruce a fait un choix de vie bien plus honorable. L'héritage et l'impact de Lee. En tant que héros de la culture pop du XXe siècle qui a uni l'Est et l'Ouest, Lee est considéré par certains commentateurs et artistes martiaux comme l'artiste martial le plus influent de tous les temps, le classant parmi les 100 personnes les plus significatives du XXe siècle. Lee a été le sujet de plusieurs biographies. Plus de 4 millions d'exemplaires d'une biographie avaient été vendus en 1988. Les arts martiaux mixtes, ou MMA, sont un sport de combat inspiré par le Jeet Kune Do, une idéologie d'arts martiaux hybrides développée par Bruce Lee qui s'inspire de plusieurs techniques de combat. Bruce Lee a popularisé l'idée des arts martiaux mixtes en Occident avec son système de Jeet Kune Do. Selon les croyances de Lee, le meilleur combattant peut évoluer avec son temps, être non structuré, adopter un style unique et ignorer les normes établies. L'intérêt de nombreuses personnes pour les arts martiaux peut être principalement attribué à Lee. Parmi eux se trouvent plusieurs combattants de sports de combat qui citent Lee comme une source d'inspiration. Le grand boxeur Sugar Ray Leonard a déclaré qu'il avait appris à perfectionner son jab en regardant Lee. Le grand boxeur Manny Pacquiao a comparé Lee à son propre style de combat. Et le champion de l'UFC Conor McGregor a établi des comparaisons entre lui-même et Lee, affirmant qu'il pense que Lee aurait gagné l'UFC s'il était encore en compétition aujourd'hui.
Dans les années 1970, là a inspiré Joe Louis et Benny Urquidez à commencer des événements de kickboxing à contact complet aux États-Unis. Jun-Gu Lee, le père du taekwondo américain, a acquis ce qu'il appelle l'occupation de Lee et l'a adapté à son propre style. Le champion de boxe poids lourd, Muhammad Ali, a appris l'occupation de Ri, qui est devenu son entraîneur par la suite. Ali a utilisé cette technique pour soumettre Richard Dunn en 1975. Tout le monde voulait être Bruce Lee. Dans les années 1970, le champion de boxe poids lourd Mike Tyson a fait cette déclaration. John Jones, l'actuel champion poids lourd de l'UFC, a crédité Lee comme une source d'inspiration. Jones est bien connu pour utiliser souvent le coup oblique au genou, un mouvement rendu célèbre par Lee. L'ancien champion poids moyen de l'UFC, Anderson Silva, a également mentionné Lee comme une influence. Plusieurs autres compétiteurs de l'UFC ont appelé Lee leur grand-père ou leur parrain des arts martiaux mixtes, et beaucoup l'ont cité comme une inspiration. Lee est reconnu pour avoir influencé la façon dont les Asiatiques étaient représentés dans les films américains. Il a réfuté les notions selon lesquelles les hommes asiatiques seraient plus faibles que les hommes. Dur, fort et sexy est ainsi décrit par le conférencier de l'Université du Michigan, Hae-Sung Chung, la représentation des hommes asiatiques par Lee, rompant avec les préjugés précédents qui les dépeignaient comme émaciés, infantiles, coulis ou domestiques. La célébrité de Lee a également créé un nouveau stéréotype asiatique, celui de l'artiste martial. Au début, le public en Amérique du Nord qui voyait ces films était principalement hispanique, asiatique et noir. Comme lorsque Brandon Lee est mort, il est décédé sur le plateau d'un film lors d'une scène d'effets spéciaux. Ils l'ont tiré avec une arme factice, une arme à balles à blanc, mais il y avait un morceau de douille ou quelque chose qui était encore dans la chambre de l'arme et cela lui a tiré dessus. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui meurent et sont activement pleurées et célébrées après plus d'un demi-siècle. Mais Bruce Lee est l'une de ces légendes. Bien que sa vie ait eu un grand impact, sa mort est peut-être l'une des plus grandes controverses de la salle de la renommée. Il n'est donc pas surprenant que Joe Rogan, le célèbre podcasteur, comédien et commentateur de l'UFC, ait fait quelques révélations sur la façon dont Bruce Lee est mort. Écoutez, mon père est mort d'une overdose de cocaïne et d'héroïne, une overdose d'héroïne. Ils m'ont dit qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais qu'aurait-il pu trouver? Et comment cela confirme-t-il les rapports médicaux publiés au moment de la mort de Lee? Et pourrait-il y avoir des liens possibles avec la mort du fils de Bruce Lee 20 ans plus tard? Une balle de calibre 44 a été retirée du corps de Lee. Les détectives poursuivant l'enquête. Rejoignez-nous alors que nous révélons tout sur la façon dont Bruce Lee est mort. L'héritage de Bruce Lee. Lorsque Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 à San Francisco. Mon nom de famille est Lai Bruce Lee. Je suis né à San Francisco en 1940. J'ai 24 ans en ce moment. Personne n'aurait pu savoir qu'il changerait les cultures, les techniques martiales, le monde du cinéma et impacterait la vie de millions de personnes. Son père, Lee Hoi-Chuen, était un chanteur d'opéra cantonais et sa mère, Grace Ho, avait des origines eurasiennes. Peu après sa naissance, la famille Lee est retournée à Hong Kong en avril 1941, même si les temps sont devenus difficiles en raison de l'attaque de Hong Kong par le Japon en décembre 1941. Bruce a commencé sa carrière d'acteur en tant que bébé dans le film Golden Gate Girl en raison de la carrière de son père dans le divertissement. En grandissant, il a adopté le nom de scène Lee le Petit Dragon, qui lui a été donné parce qu'il est surnommé l'année du dragon. À l'âge de 18 ans, Bruce avait déjà joué dans 20 films. Il a fréquenté l'école Tucson et plus tard le LaSalle College, où son intérêt pour les arts martiaux a commencé à se former. Mais il y avait plus à venir et ce que vous êtes sur le point d'entendre va vous épater. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee est tragiquement décédé à l'âge de 32 ans, la cause officielle de la mort étant une réaction fatale à l'aspirine. En 1953, Bruce a commencé à s'entraîner au Wing Chun sous la direction d'Ip Man, malgré une résistance initiale en raison de son héritage mixte. Son dévouement et son talent l'ont aidé à surmonter ces défis, et il a poursuivi son entraînement. Bruce a également excellé en boxe, remportant le tournoi de boxe des écoles de Hong Kong en 1958, et il était un danseur de cha-cha talentueux, remportant le championnat de cha-cha de la couronne de Hong Kong la même année. En tant qu'adolescent, Bruce s'est impliqué dans des combats de rue,
Et ceux-ci sont devenus si fréquents que ses parents l'ont envoyé aux États-Unis en 1959 pour obtenir sa citoyenneté américaine et poursuivre un chemin plus sûr. Bruce s'est installé à Seattle où il a terminé ses études secondaires et plus tard s'est inscrit à l'Université de Washington pour étudier diverses matières, y compris le théâtre et la philosophie. Pendant ce temps, il a commencé à enseigner les arts martiaux, développant son propre style appelé Junfan Gung Fu. En 1964, Bruce a déménagé à Oakland, en Californie, et a fondé son deuxième studio d'arts martiaux. Sa performance lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach cette année-là, où il a démontré la pompe à 2 doigts et le coup d'un pouce, l'a mis sous les projecteurs, car il a commencé à être reconnu comme un artiste martial. Cela a conduit à un match controversé avec Wong Jackman qui a influencé la philosophie de Bruce et le développement de son propre art martial, le Jeet Kune Do. Eh bien, le Kung Fu vient de Chine. C'est l'ancêtre du karaté et du Jiu-Jitsu. La carrière télévisuelle de Bruce a commencé en 1966 avec son rôle de Kato dans The Green Hornet, qu'il a présenté au public américain. Malgré la courte durée de l'émission, elle a aidé à mettre en valeur ses compétences en arts martiaux, surtout qu'il a refusé de westerniser son style martial asiatique. Après The Green Hornet, Bruce a rencontré des difficultés pour trouver des rôles significatifs à Hollywood, en partie à cause des préjugés raciaux. Au début des années 1970, Bruce est retourné à Hong Kong, où il est rapidement devenu une star avec des films comme The Big Boss en 1971 et Fist of Fury en 1972. Ces films ont battu des records au box-office et l'ont établi comme un acteur d'arts martiaux de premier plan. Bruce a pris le contrôle créatif total avec The Way of the Dragon en 1972, où il était le scénariste, le réalisateur, l'acteur principal et le chorégraphe des combats. Il était un philosophe, il était un écrivain, il était un père et un mari, il était un acteur, il était un réalisateur, un producteur, il était un enseignant. Ce film mettait en vedette une confrontation mémorable avec Chuck Norris et est encore célébré comme l'une des meilleures scènes de combat du cinéma d'arts martiaux. Alors il m'a appelé et a dit « Tu sais, je veux faire un film avec une scène de combat que tout le monde se souviendra, appelé Return of the Dragon. » Il a dit « Viendrais-tu faire la scène de combat avec moi ?» Bruce a commencé à travailler sur Game of Death en 1972, mais a interrompu la production pour filmer Enter the Dragon, une coproduction entre Warner Brothers et Golden Harvest. Avec tout ce qu'il avait à faire et la reconnaissance mondiale qu'il recevait, c'était une triste et inattendue nouvelle lorsqu'il est décédé le 20 juillet 1973, juste avant la sortie d'Enter the Dragon, qui est devenu un énorme succès et a établi son héritage. Son film inachevé Game of Death a été complété en utilisant des doublures et des images de son véritable enterrement. Il a été publié 5 ans après sa mort, devant un public encore sous le choc et pas prêt à accepter que le rôle de Lee ait été rempli par un autre acteur. Malgré cela, il est devenu un succès commercial, mais cela semblait être une exploitation cynique à cause de la mort prématurée et mystérieuse d'un héros mondial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le moment le plus épique de la vidéo est encore à venir. Les circonstances mystérieuses de la mort de Bruce Lee. La mort mystérieuse d'un véritable héros d'action. Qui ou quoi a tué le seul et unique Bruce Lee? La mort de Bruce Lee, survenue le 20 juillet 1009, 173 à l'âge de 32 ans, reste l'un des sujets les plus captivants et controversés entourant son existence. La cause officielle de la mort a été répertoriée comme un œdème cérébral, un gonflement du cerveau. C'est fou, il est dit qu'il est mort d'un œdème cérébral. Cependant, les circonstances exactes et les facteurs contribuant à son décès soudain ont fait l'objet de nombreuses spéculations et de nombreuses théories genre du complot au fil des ans. Ce jour fatidique, le 20 juillet, Leigh se trouvait à Hong Kong en préparation d'une réunion d'INA avec l'acteur George Lazenby, discutant de futurs projets cinématographiques. Plus tôt dans la journée, il avait rencontré le producteur Raymond Chow chez lui pour discuter de Game of Death. Ce scénario est sont plutôt bon, la scène de la tour de la mort est ma préférée. Mais d'abord j'aimerais que votre mari aide un peu. Le scénario du film doit encore être légèrement modifié. Ils ont travaillé sur le scénario jusqu'à 16 heures, après quoi ils se sont rendus chez Betty Ting Pei, une actrice taïwanaise et collègue de Lee. Ils ont poursuivi leur travail sur le scénario chez Ting jusqu'à ce que Chow parte pour une réunion d'INA. Lee a décidé de faire une sieste chez Ting, mais n'a pas réussi à se réveiller à temps pour son engagement d'INA. Chow, inquiet de l'absence de Lee, est retourné à l'appartement de Ting et l'a trouvé inconscient.
Malgré les efforts d'un médecin appelé qui a essayé de le réanimer pendant 10 minutes, Lee a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital Queen Elizabeth. Il n'avait que 32 ans. Les spéculations et découvertes de Joe Rogan sur la mort de Bruce Lee. Joe Rogan exprime souvent son admiration pour Bruce Lee, reconnaissant ses immenses contributions aux arts martiaux et son impact culturel. Cependant, Rogan a également examiné les aspects potentiellement plus sombres entourant la mort prématurée de Lee. Dans son podcast The Joe Rogan Experience, il discute de diverses théories et découvertes liées à la mort de Lee, cherchant à découvrir la vérité derrière la légende. L'un des sujets les plus controversés abordés par Rogan est le rôle de l'usage de drogue dans la mort de Bruce Lee. Rogan a souligné qu'au cours des années 1970, l'usage de drogue n'était pas rare à Hollywood, et puisque des allégations indiquaient samedi que Lee pourrait avoir été impliqué avec des substances comme le hashish, il est possible que son usage de drogue ait contribué à sa fin tragique en aggravant ses problèmes de santé. Allant au-delà des explications médicales, Rogan n'a pas hésité à discuter des diverses théories du complot qui ont émergé au fil des ans. Dans un épisode avec Joey Diaz, ils ont exploré la possibilité d'un acte criminel. Leur conversation a abordé les théories sombres concernant l'industrie du divertissement, suggérant que la mort de Bruce Lee pourrait avoir été orchestrée par ceux mécontents de ses affaires. Joey Diaz suppose que la mort de Bruce Lee pourrait avoir été un coup monté, possiblement exécuté par des individus puissants de l'industrie ayant des griefs concernant des affaires malheureuses. Diaz a souligné la nature suspecte de la mort de Bruce Lee et a établi des parallèles avec le décès prématuré du fils de Lee, Brandon Lee, qui est mort dans des circonstances mystérieuses sur un plateau de tournage des années plus tard. Cette spéculation implique que des figures influentes auraient pu vouloir Bruce Lee hors du paysage en raison de sa montée en popularité et du succès financier de ses films. Les films à succès de Bruce Lee, tels que Enter the Dragon, avaient connu un succès financier significatif, suscitant des soupçons et alimentant des revendications de ressentiment de la part de ses anciens partenaires commerciaux. Raymond Chow, une figure clé de la carrière de Bruce Lee, qui a joué un rôle important dans le retour de Lee dans l'industrie cinématographique de Hong Kong et a cofondé Concorde Productions avec lui, a acquis le contrôle total de Concorde Productions, qui a finalement fermé. Cela a conduit à des spéculations sur les motivations cachées de Chow. L'acquisition rapide de Concorde par Golden Harvest, où Raymond Chow a assumé un rôle proéminent, a ajouté encore plus de carburant à ses soupçons. Rendant sa mort plus mystérieuse, il est à noter que plusieurs années plus tard, le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, est mort dans un accident étrange, les enfants de Bruce Lee. L'artiste martial et acteur mondial avait 2 enfants issus de son mariage avec Linda, Brandon et Shannon Lee. Bien que Shannon n'avait que 4 ans lorsque son père est décédé, son fils, âgé de 8 ans, était suffisamment vieux pour être influencé par l'amour de son père pour les arts martiaux et le cinéma. Il n'est donc pas surprenant que Brandon Lee ait suivi les traces de son père, emportant l'héritage de Bruce Lee dans une nouvelle génération. Malheureusement, la carrière et la vie de Brandon ont également été écourtées. Brandon Lee est mort le 30 et 1 mars 1993 alors qu'il filmait le film The Crow. L'accident s'est produit lors du tournage d'une scène où le personnage de Brandon devait être abattu avec un revolver. Le pistolet utilisé dans la scène était censé tirer des balles à blanc, qui sont des cartouches produisant un flash et un bruit mais sans projectile. Cependant, en raison d'une série de négligences, un fragment de balle réelle s'est logé dans le canon de l'arme. Ce fragment a été expulsé lorsque la cartouche à blanc a été tirée, touchant Brandon à l'abdomen. Après l'incident, Brandon a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont travaillé sans relâche pour le sauver. Malheureusement, après plusieurs heures de chirurgie, Brandon Lee a été déclaré mort. Les décès de Bruce et Brandon Lee partagent concernant plusieurs similitudes troublantes qui ont alimenté de nombreuses théories du complot et accru la fascination du public pour leur destin tragique. Bruce et Brandon sont tous deux morts jeunes, Bruce a 32 ans et Brandon a 28 ans, à des moments significatifs de leur carrière. Tous deux étaient à l'aube d'un succès important à Hollywood, Bruce ayant un impact mondial grâce à ses films d'arts martiaux et Brandon étant prêt à percer à Hollywood avec The Crow. L'unique enfant survivant, Shannon Lee, s'est donné pour mission de défendre l'héritage de son père et de continuer l'impact qu'il a commencé. Bien qu'elle ne se souvienne pas beaucoup de lui, elle est une adepte de ses philosophies et a même étudié le Jeet Kune Do sous Richard Bastiello, l'un des élèves de son père. Cependant, ses études sérieuses n'ont pas commencé avant la fin des années 1990,
lorsqu'elle s'est entraînée avec Ted Wong pour se préparer à des rôles dans des films d'action. Elle a été ouverte dans son admiration pour son père et prête généralement sa voix pour contester les récits selon lesquels son père était perpétuellement en colère ou arrogant. Bien qu'elle reconnaisse que Bruce Lee, comme tout le monde, a connu des moments de frustration et d'intensité, elle souligne que ceux-ci étaient équilibrés par sa profonde introspection et son engagement envers la croissance personnelle. Comme son père, Shannon a une carrière d'actrice apparaissant dans des films et des émissions de télévision tout au long des années 90. Certains de ses rôles notables incluent des apparitions dans Dragon, The Bruce Lee Story, High Voltage et la série télévisée Martial Law. Elle a également collaboré avec Perfect Storm Entertainment pour une série de films nommée Warrior, basée sur une idée originale de Bruce Lee. En plus d'aborder les représentations à Hollywood, Shannon a confronté les théories du complot persistantes entourant la mort de son père. Shannon travaille constamment à réfuter les théories qui suggèrent un acte criminel et exhorte les gens à se concentrer sur les réalisations extraordinaires de Bruce Lee et son impact significatif sur les arts martiaux et la représentation culturelle. Shannon supervise également des initiatives et des collaborations visant à préserver les enseignements de Bruce Lee et à garantir que ses philosophies continuent d'inspirer les générations futures. Elle est actuellement la PDG de la Bruce Lee Foundation, et son travail témoigne de son engagement à garantir un impact à travers les enseignements, les philosophies et les pratiques martiales de son père, Bruce Lee. Les nombreuses personnes qui ont été impactées par Bruce Lee montrent que ces philosophies ont une grande valeur, et nous explorerons ces philosophies dans la prochaine partie de la vidéo. Les philosophies de Bruce Lee. L'héritage de Bruce Lee va bien au-delà de ses films et de ses compétences en arts martiaux. Son influence a pénétré divers domaines de la culture, du sport et de la philosophie, et continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Il a plaidé pour l'idée de n'avoir aucun chemin comme chemin, de n'avoir aucune limitation comme limitation, encourageant les individus à transcender les frontières et les limitations traditionnelles. Son livre Tao of Jeet Kune Do, publié à titre posthume, montre sa profondeur philosophique et a influencé non seulement les artistes martiaux, mais aussi des personnes dans divers domaines, cherchant à surmonter des obstacles et à atteindre leur plein potentiel. Les enseignements de Lee mettent souvent l'accent sur l'autoréalisation et la croissance personnelle. Certaines de ces citations, comme « Soyez comme l'eau, mon ami », expriment ta croyance en l'adaptabilité et la résilience. Cette philosophie résonne avec les personnes confrontées à divers défis, les encourageant à rester flexibles et adaptables face à l'adversité. Ces idées sur le développement personnel ont trouvé des applications dans des domaines tels que la psychologie du sport, le leadership et le coaching personnel. Mais ce n'est pas tout. Le développement du Jeet Kune Do par Lee, souvent qualifié de style sans style, a transformé les arts martiaux. Contrairement aux arts martiaux traditionnels qui adhéraient à des formes et techniques strictes, le Jeet Kune Do mettait l'accent sur la praticité, l'efficacité et l'adaptabilité. Cette approche a influencé les arts martiaux mixtes modernes, le MMA, où les combattants mélangent des techniques de diverses disciplines pour créer un style de combat plus polyvalent et efficace. Lee a largement contribué à amener de nombreuses personnes à pratiquer les arts martiaux. Cela inclut de nombreux combattants dans les sports de combat qui ont été inspirés par Lee. Le champion de boxe Sugar Ray Leonard a déclaré qu'il avait perfectionné son jab en regardant Lee. Le champion de boxe Manny Pacquiao a comparé son style de combat à celui de Lee. Et le champion de l'UFC, Conor McGregor, s'est comparé à Lee et a déclaré qu'il croyait que Lee aurait été un champion de l'UFC s'il avait dû concourir de nos jours. Lee a inspiré la création de tournois de kickboxing à contact complet américain par Joe Lewis et Benny Urquidez dans les années 70. Le pionnier du taekwondo américain Jun-Gu Ri a appris de Lee ce qu'il appelle l'acupuncture, qu'il a incorporé dans le taekwondo américain. Ri a ensuite entraîné le champion de boxe poids de lourd Muhammad Ali et lui a enseigné l'acupuncture, qu'Ali a utilisé pour mettre KO Richard Dunn en 1975. Selon le champion de boxe poids lourd Mike Tyson, tout le monde voulait être Bruce Lee dans les années 70. L'actuel champion poids lourd de l'UFC, John Jones, a cité Lee comme inspiration. Jones étant connu pour utiliser fréquemment le coup oblique au genou, une technique popularisée par Lee. L'ancien champion poids moyen de l'UFC, Anderson Silva, a également cité Lee comme une inspiration.
De nombreux autres combattants de l'UFC ont cité Lee comme leur inspiration, plusieurs le qualifiant de parrain ou de grand-père des arts martiaux mixtes. De plus, Bruce Lee a changé l'histoire lorsqu'il a refusé de modifier son style martial asiatique pour s'adapter à l'Occident. Et l'intersection de la culture occidentale et asiatique peut actuellement être retracée à ses philosophies et ses contributions dans les arts martiaux. Lee est crédité d'avoir aidé à changer la façon dont les Asiatiques étaient représentés dans les films américains. Il a défié les stéréotypes asiatiques, tels que le stéréotype de l'homme asiatique émacié. Contrairement aux stéréotypes antérieurs qui dépeignaient les hommes asiatiques comme émaciés, infantiles, coulis ou domestiques, Lee a démontré que les hommes asiatiques pouvaient être durs, forts et sexy, selon le conférencier de l'Université du Michigan, Hae-Seung Chung. En retour, la popularité de Lee a inspiré un nouveau stéréotype asiatique, celui de l'artiste martial. Au sein des communautés noires, la popularité de Lee n'était dépassée que par celle du boxeur poids lourd Muhammad Ali dans les années 70. Alors que Lee perçait dans le grand public, il est devenu une rare star de cinéma non blanche dans une industrie hollywoodienne dominée par des acteurs blancs à l'époque. Selon le rappeur L. Cool J, les films de Lee étaient la première fois que de nombreux enfants américains non blancs, comme lui, avaient vu un héros d'action non blanc sur grand écran dans les années 1970. Lee est considéré par certains commentateurs et artistes martiaux comme l'artiste martial le plus influent de tous les temps et une icône de la culture pop du XXe siècle qui a comblé le fossé entre l'Est et l'Ouest. Time a nommé Lee comme l'une des 100 personnes les plus importantes du XXe siècle. De nombreux livres de biographie ont été écrits sur Lee, dont l'un avait vendu plus de 4 millions d'exemplaires en 1988. Lee a largement contribué à lancer la folie du kung-fu des années 1970. Il a initialement introduit le kung-fu en Occident avec des émissions de télévision américaines telles que The Green Hornet et Kung Fu, avant que la folie du kung-fu ne commence avec la domination des films d'arts martiaux de Hong Kong en 1973. Le succès de Lee a inspiré une vague de films et d'émissions de télévision d'arts martiaux occidentaux tout au long des années 70 à 1990, lançant les carrières de stars d'arts martiaux occidentaux tels que Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal et Chuck Norris. L'influence de Lee s'est étendue à l'intégration des arts martiaux asiatiques dans les films et émissions d'action occidentaux durant les années 1980 et 1990. Enter the Dragon a été salué comme l'un des films d'action les plus influents de tous les temps. Sacha Matuszak de Vice a déclaré « Enter the Dragon est référencé dans toutes sortes de médias, car l'intrigue et les personnages continuent d'influencer les compteurs aujourd'hui, et l'impact a été particulièrement ressenti dans la façon révolutionnaire dont le film a présenté les Afro-Américains, les Asiatiques et les arts martiaux traditionnels. » Un certain nombre de réalisateurs de films d'action à travers le monde ont cité Bruce Lee comme une influence formative sur leur carrière, y compris des réalisateurs de films d'action de Hong Kong tels que Jackie Chan et John Woo, ainsi que des cinéastes hollywoodiens tels que Quentin Tarantino et Brett Ratner. L'influence de Bruce Lee ne peut pas être mesurée, car elle continue de s'étendre même aujourd'hui. Les controverses entourant sa mort restent pertinentes car le monde se sent lésé d'un homme qui aurait probablement eu un impact plus révolutionnaire s'il avait été en vie. Cependant, alors que le monde apprend à accepter cette perte, nous apprenons également à garder son héritage vivant. La mort de Bruce Lee était-elle délibérée ou n'était-ce qu'un malheureux coup du sort ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran. Vous allez l'apprécier.